Alors, je voudrais d'abord faire circuler des petits documents, dont celui-là également. Donc, c'est une très belle bande dessinée fantastique sur mon cher Dracula, bien sûr. Donc, je vais me permettre de me servir de vous comme vaguemestre dans un premier temps. Et je voudrais aussi faire circuler. Alors, il y a aussi des documents écrits, que là, vous pouvez garder chacun et chacune le sien. Cela, malheureusement, je ne peux pas vous les donner, j'ai fait simplement circuler, mais vous verrez qu'ils sont assez intéressants, puisque c'est la figure du vampire dans la littérature d'enfance et la figure du vampire dans la littérature, dans le cinéma, plutôt pour adultes, livres et pour s'entendre. Voilà. Bon, donc il y a tout, il y a absolument de tout. Tenez, donc il y en a un ou deux de chaque, mais encore une fois, ça n'est pas un don, ça n'est qu'un prêt, je vous prie de m'en excuser bien sûr. Je voudrais commencer par un prologue et vous dire simplement comment je conçois les choses, un peu paresseusement ou un peu craintivement. Je vais commencer par la partie orale, si je puis dire, donc je vais parler. Puis je vous montrerai, c'est un jeu bien prétentieux d'ailleurs parce que disons que nous verrons ensemble 3 extraits du film qui, pour moi, évoquent 3 aspects du fantastique, pas les seuls naturellement, et peut-être même trouverez-vous des aspects extrêmement mineurs, mais c'est ainsi, et vous aurez peut-être plaisir ou pas, je ne sais pas, à retrouver la Dame en Noir, pas le parfum de la Dame en Noir, la Dame en Noir tout court. Ce film qui vient de sortir pour relancer Daniel Radcliffe, vous savez, le jeune interprète de Harry Potter, qui a besoin d'une locomotive, je crois, pour sortir de l'enfance et rentrer dans le casting adulte, et c'est une belle carte de visite. Une belle carte de visite, nous en verrons quelques minutes. Nous aurons le plaisir aussi de voir ce qui doit être très connu de vous. La Dame en Noir, c'était pas forcément très connu encore. Un extrait du film de Alejandro Amenábar, Les Autres, grand classique désormais, surtout par la prestation hallucinée de Nicole Kidman, dont le cinéaste dit c'est le seul véritable effet spécial de mon film. Et enfin, bien sûr, on ne peut pas en faire l'économie. 6e sens de Shyamalan qui a renouvelé entièrement notre rapport au cinéma fantastique, puisque on n'est pas les mêmes à la sortie qu'à l'entrée. Mais je n'en dis pas plus. Nous verrons ensemble ces quelques extraits, si la technique le veut bien, mais je pense que cela ne posera pas de problème. Donc j'aimerais commencer, je le disais, par un prologue tout simple. Que pensez-vous qu'il y ait ce soir sur Arte? Eh bien, il y a justement un chef-d'œuvre du fantastique, le Nosferatu d'Herzog, où Klaus Kinski, qui est déjà d'un naturel particulier, mais qui là, vraiment, a tout lâché, on va dire, se penche bien sûr sur la fragile et diaphane Isabelle Adjani, dans le rôle de Nina, et c'est vraiment une sorte de belle synchronicité, que je parle ce soir du fantastique et qu'en même temps il y ait ce chef-d'œuvre noir sur nos écrans. Et justement à propos d'écran, je me suis amusée à prendre tout simplement un programme, un semainier, et à regarder ce qu'on proposait sur 4 jours. Je parle bien en France, sur des chaînes, je ne parle pas des chaînes américaines, mais il y en a des centaines, donc ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Voilà ce que nous avons en 4 jours. From Hell, film fantastique. Doctor Who, série fantastique. J'espère que vous connaissez bien cette série britannique extraordinaire, où les interprètes se sont succédés pendant toutes ces dizaines d'années. Édouard aux mains d'argent, autrement dit le merveilleux Johnny Depp, dans un rôle de créature de Frankenstein mais gentil. Ben Newman, une extraordinaire série également. Supernatural, série américaine dure, au tournage sale, exprès, à la pellicule boueuse qui filme les jetons, pour tout dire. Morse, un film suédois tout à fait étonnant, une variation sur le vampirisme
qui met bien mal à l'aise aussi. The Faculty, là, ce qu'on appelle le slasher, c'est-à-dire le massacre adolescent, mais dans le cas du fantastique. Des massacres adolescents, il y en a, mais hélas, j'ai envie de dire, dans l'actualité, mais là, c'est dans le cas du fantastique. Au-delà du réel, Le jour des Trifides, La guerre des mondes de Spielberg, une des adaptations avec Tom Cruise extraordinaire, porté comme jamais, et Cloverfield, que je vous signale également comme un excellent film, à la fois d'horreur, mais en même temps romantique, avec des histoires de palimpseste tout à fait extraordinaires. Et enfin, en steampunk, fantasy, eh bien, vous avez Wild West. Tout ça en 4 jours, sur des chaînes françaises, j'ai envie de dire, toutes mignonnes. Donc, ce que ça veut dire, dites-moi si je parle fort, pas fort, n'hésitez pas à me faire des signes cabalistiques. Donc, ce que je peux dire par là, c'est que nous baignons dans le fantastique. Nous avons, que nous le souhaitions ou non d'ailleurs, un habitus fantastique, une culture, et c'est d'ailleurs ce que je vais dire en introduction. Bien sûr qu'il faut parler de littérature fantastique, mais cette littérature fantastique, elle n'existe pas seule, et elle est sans cesse innutrie, elle est sans cesse capillarisée par d'autres formes du fantastique. Bien sûr, la musique, tout le monde connaît, au moins par titre, la symphonie fantastique. Bien sûr, la peinture, les toiles étranges de Dillon Redon, de Gustave Moreau et tant d'autres. Ce n'est pas tout à fait mon objet. L'architecture fantastique, car certains auteurs particulièrement fortunés et particulièrement fantaisistes, on va dire anglais, se sont plu à faire bâtir des châteaux néo-gothiques, en particulier Walpole, tout près de Twickenham, ce qu'il appelait mon château, c'est une grande maison avec des clochetons et des ogives, on va dire, sur la colline de Strawberry Hill. Donc, littérature fantastique, oui, mais surtout culture fantastique. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir des années 20-30, le cinéma va arriver, nous en parlerons, bien entendu, là c'est vraiment l'introduction, donc j'en vois un petit peu tout, puis on va raffiner, on va cerner, on va rubriquer. Donc le cinéma arrive dans les années 20-30, le cinéma américain surtout, ils ont les moyens et ils ont la volonté et les équipes, et à partir de là, il y aura une innutrition permanente. Donc je vais donner un exemple qui est connu, je pense, de vous. On va parfois voir en film ce qu'on n'aurait peut-être pas l'idée de lire en roman. Bien des esthètes ont aimé le Shining parce que c'était Kubrick, qui n'aurait peut-être pas lu, roman qui n'aurait peut-être pas lu immédiatement sous la plume de Stephen King. Du coup, Stephen King, un peu vexé, a refait lui-même, a fait refaire un Shining à lui, qu'il estime plus fidèle. Alors c'est peut-être plus fidèle, mais esthétiquement, ça vaut quand même peut-être un petit peu moins. Donc, vous voyez, cette innutrition qui fait que nous allons sans cesse du roman vers le film, du film vers le roman. Et cela m'amène aussi au deuxième moment de cette introduction. Non seulement il y a autre chose que la littérature fantastique autour de la littérature, mais il y a aussi des fantastiques. C'est une très grande banalité que de le dire. Il y a des fantastiques nationaux, même si, nous allons le voir, les critères de généricité, eux, sont transnationaux. Mais enfin, comment ne pas penser justement au fantastique anglais, tellement influencé par le fantastique allemand, qui est en Europe le premier, le plus, je dirais, le plus noir, le plus profond. Et je passais tout à l'heure devant les superbes panneaux qui ornent les murs du couloir qui nous permet d'arriver ici, et j'étais vraiment frappé par, vous verrez, la qualité esthétique et aussi la précision des remarques. Oui, le fantastique allemand, c'est le vieux fond germanique, celui que reprendra Wagner, avec, disons, des finalités qui dépassent notre propos de ce soir. Mais ce vieux fond de Märchen, c'est vraiment ce qui va nourrir le fantastique allemand noir, en particulier, bien sûr, les contes d'Hoffmann, et je dirais le mot de l'homme au sable. Donc, le fantastique anglais, lui, surgit à la fin du XVIIIe siècle, autrement dit bien avant le nôtre, et ce fantastique est une réponse
tous les critiques le disent plus ou moins, et je le dirais aussi du coup, à la très grande rationalité de la société anglaise, qui a connu sa première révolution industrielle à peu près à ce moment-là, et qui ne plaît pas trop à l'intelligentsia, qui voudrait bien quand même que les lumières de la raison ne traquent pas tout l'enchantement du monde. Il faut réenchanter le monde. Et voilà pourquoi il va y avoir toute une série d'œuvres sur lesquelles je vais revenir un petit peu, romans frénétiques, et ça c'est le titre plutôt français, hein. Romans noirs, romans terrifiants, parmi ceux que j'ai amenés et qui va arriver aussi tout à l'heure pour des raisons de portage conjugal. On verra si, encore une fois, la personne arrive, parce que là c'est du fantastique urbain aujourd'hui. C'est un peu difficile. Donc, j'ai amené, parmi tous les ouvrages que j'aurais pu amener, cette très belle compilation, due bien sûr à l'énergie sans faille de Francis Lacassin, dont je salue ici la mémoire, hein, il fut un grand fantastiqueur. Eh bien, les maîtres de l'étrange et de la peur, et il y a aussi les romans noirs, les romans gothiques, les romans terrifiants. Tout ça, c'est la même chose, avec des intitulés différents, avec parfois des attentes un petit peu différentes. Donc, ce fantastique, si vous voulez, c'est fantastique, le fantastique allemand, le fantastique anglais, puis notre fantastique français, qui va naître, eh bien, de quoi? De ces deux chocs énormes pour... voilà le livre qui arrive. Donc, vous voyez, j'ai quand même la baraka. Vous avez trouvé? Voilà, je veux bien. Donc, je vais les sortir peu à peu. Voilà. Je vais vous faire circuler aussi, pas pour le voir, mais pour contempler les images. Ce sont des films fantastiques américains sur lesquels je vais revenir. Là aussi, je vais faire passer parmi vous ce qu'on a fait de plus extraordinaire en critique américaine. Ce n'est pas traduit en français, mais c'est vraiment extraordinaire. Là, l'encyclopédie du fantastique, donc, dont vous avez quelques exemplaires d'ailleurs sur la table, et dont je me suis permis d'ailleurs de vous distribuer, eh bien, on ne dit pas le générique pour un livre, enfin c'est du pain, et ça vous pourrez éventuellement vous dire, tiens, il y a tel ou tel article qui intéresse. D'ailleurs, vous avez remarqué lors de la présentation qui a été faite de mon parcours, que Fantomas, par exemple, n'est absolument pas fantastique. Bon. Donc, être fantastique, ça n'est pas forcément obéir à la vulgaire fantastique. Bon, c'est ça qui est assez drôle. Le plus grand fantastique roman français, c'est le fantôme de l'opéra, qui n'est rien fantastique. C'est dit dès la page 1, hein, le fantôme de l'opéra était un homme en chair et en os, mais qui se donne à toutes les apparences d'un vrai fantôme, c'est-à-dire du nom. Hein, il dit Gaston Leroux. C'est le plus grand roman fantastique français, il n'est pas fantastique. Donc, vous voyez comme quoi on peut jouer sur les mots. Ah, donc, ça tombe très bien parce que justement, je voulais vous montrer ces deux ouvrages qui complètent Les Maîtres d'étrange et de la peur et qui sont donc vraiment très accessibles, j'ai envie de dire aussi d'un point de vue économique, hein, puisque c'est chez Robert Laffont, vous savez, les bouquins, Les Évadés des ténèbres. Alors vous remarquerez le léger jeu de mots, ténèbres, noir, donc roman noir, évadé du roman noir, avec bien sûr le visage torturé et souffrant du monstre, hein, de la créature de Frankenstein. Et je disais également les romans terrifiants, vous reconnaissez d'ailleurs comme image le moine de Lewis, en train non pas de vampiriser, on a un petit peu l'impression, non, il la viole seulement, enfin, c'est déjà évident d'ailleurs, il va la tuer ensuite, la jeune Antonia, qui en plus c'est déjà pas drôle d'être violée et d'être tuée, mais en plus c'est sa sœur. Donc, si vous voulez, l'inceste vient à la rescousse du viol et du meurtre, nous sommes vraiment là dans le roman noir, fantastique également. Là, vraiment fantastique, avec intervention du diable et éjection du moine dans les rochers aigus où il va se déchirer, agoniser. On est vraiment dans quelque chose de très dur. Donc, pour terminer cette introduction, parce que sinon ça ne va être que l'introduction, cela ne doit pas être, je reviens précisément sur ce romantique français qui naît de ces deux chocs, et je m'étais arrêté là, je reprends où je me suis arrêté, je suis sûre, parce qu'on n'a pas fait Frankenstein, hein, de cette façon, eh bien, il y a deux chocs dans
dans la culture française du début du 19e, il y a d'abord la Révolution, fin 18e, avec toutes les ondes de choc qui se répercutent au début du 19e, et bien entendu, les guerres napoléoniennes, dont les champs de bataille couverts de morts, sont gérés l'eau par exemple, hein, vont durablement impressionner la psyché française. Donc la réponse à ces traumatismes, à ces chocs culturels, va s'effectuer, si je puis dire, à travers justement l'adoption de certains des traits que j'appelais les marqueurs génériques hein, tout à l'heure, les traits du romantisme anglais noir, les traits du romantisme allemand noir, et cela donnera le cénacle romantique sur lequel je vais bientôt, bien sûr, revenir. Alors, j'ai choisi un plan extrêmement scolaire, mais scolaire n'est pas un gros mot, hein, mais enfin, il se trouve que là, il est un petit peu peut-être restrictif, un plan en 3 parties, et vous allez comprendre pourquoi. Je vais d'abord évoquer le fait que le fantastique est un genre constitué. Que veux-je dire par là? Tout simplement que, pour qu'il y ait genre, il faut qu'il y ait une certaine masse critique des œuvres. Il y a 1000 éléments fantastiques avant le genre fantastique. Peut-être y en aura-t-il 1000 après, au-delà d'une frontière qui arrivera peut-être, enfin, nous y viendrons. Mais pour qu'il y ait genre, il faut qu'il y ait identification entre une masse d'œuvres qui partagent ces fameux critères, ces marqueurs génériques dont je parlais, un champ littéraire qui le reconnaît comme tel. Autrement dit, nous sommes en France, une critique universitaire, et elle ne manque pas, hein, de Todorov à Lénier, et en passant par, et là je pourrais réciter une litanie qui ne nous intéresse pas ce soir, mais qui est évidemment bonne à retrouver, mais toute cette critique a vraiment, si vous voulez, donné ses repères au champ fantastique, et cela forme justement la constitution du genre. Ce genre constitué va bientôt être un genre également colonisé. Colonisé par, eh bien, nous le disions il y a quelques minutes, par le cinéma. Donc à partir des années 30, il y a 2 événements qui arrivent, 20-30 on va dire, qui arrivent et qui percutent le fantastique, peut-être d'une façon difficile à surmonter. C'est le cinéma, je le répète encore une fois, je vais y venir, et puis tout simplement la psychanalyse. Les thèses de Freud se popularisent tout au long du début du XXe siècle et finissent effectivement, comment dire, par arracher leur masque aux créatures fantastiques. Comment, après la topique freudienne, écrire encore le même fantastique qu'avant? On a à peu près tout compris sur ce que veut dire le vampirisme, sur ce que veut dire l'automate, j'y reviendrai, hein, l'automate, Olympia, chez Hoffmann, etc. Donc comment, une fois que notre innocence a été à ce point, je dirais, arrachée hein, de notre rapport au monde, comment continuer à écrire du fantastique? Eh bien, ce sera peut-être mon 3e moment, après un genre constitué et un genre, on va dire, colonisé, un genre dépassé. Mais il y a des heureux dépassements. Donc un genre dépassé, j'ai même écrit un genre débordé, un genre chahuté, par tout ce qui est venu depuis, on va dire depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis Tolkien, et qui s'appelle fantasy, mais qui s'appelle aussi science-fiction, et les 2 domaines sont quand même assez distincts, même s'il y a de nombreux points de convergence, et que nos amis anglophones, justement, appellent fantastique. Nous pas. Pourquoi? Eh bien, nous allons y venir parce que nous réservons le terme de fantastique quand même à des œuvres et à un genre bien particulier.